Cette session est intitulée « Brûler le grenier à blé, l'impact plus large de l'agression russe en Ukraine ». J'ai le privilège de vous présenter mes intervenants, Eduard Heger, Premier ministre slovaque, et Karl Nehammer, chancelier autrichien. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de commencer par vous. Quelles sont les questions les plus urgentes à résoudre selon vous? Au moment où l'on se parle, cela fait 100 jours que la guerre a commencé. Eh bien, nous avons entendu les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine a besoin d'armes pour se protéger. Mais la deuxième question importante est celle des céréales qui sont bloquées dans le pays. C'est également ce dont Ursula von der Leyen a parlé. Il faut absolument les acheminer très rapidement vers les autres parties du monde. Sinon, nous serons confrontés à une famine de grande envergure. Et à mon avis, nous n'avons pas pensé à cela au début. Quand Poutine a lancé l'invasion, nous avons d'abord vu l'impact sur l'Ukraine. Puis nous avons commencé à ressentir l'impact sur l'Union européenne. Et maintenant, nous voyons comment Poutine est en train de terroriser les gens dans d'autres parties du monde qui n'ont rien à voir avec cette guerre et faire grandir la menace d'une grande famine qui pourrait ensuite provoquer une importante vague de migration. L'instabilité est forte. C'est pourquoi nous devons agir très rapidement. La première priorité est d'aider les Ukrainiens à sécuriser les ports maritimes pour qu'ils puissent commencer à exporter les céréales via des bateaux. Parce que si nous utilisons les trains, l'acheminement prendra plus de temps. Quel est votre point de vue à ce sujet? C'est aussi un peu différent pour l'Europe parce que, bien sûr, nous avons entendu l'avertissement de l'ONU sur la crise alimentaire, que celle-ci pourrait durer des années si le problème n'est pas abordé et résolu rapidement. Mais depuis le début du mois d'avril, nous avons aussi entendu l'Union européenne dire que pour le moment, elle est largement autosuffisante en matière de denrées alimentaires. Je pense que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de faire sortir le blé de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU a par exemple lancé 2 missions pour aider à créer des couloirs sûrs pour pouvoir faire sortir le blé. Et lors d'un appel téléphonique, le président Poutine a garanti que l'armée russe n'attaquerait aucun transport de maïs. Le port d'Odessa, par exemple, a été miné. Et il m'a dit que les Ukrainiens devaient maintenant le déminer. Et je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée, mais vous devez garantir que les forces armées russes n'attaqueront pas le port d'Odessa. Il m'a dit qu'il le garantissait. Mais vous savez, ce ne sont que des mots. Nous ne savons pas si c'est vrai ou non. Je pense donc que nous avons besoin des Nations Unies sur cette question, car peut-être qu'à l'avenir, il y aura une possibilité de libérer les ports. Ce qui est sûr, c'est que nous devons faire sortir d'Ukraine les graines, le blé et le maïs. Comment faire pour trouver une solution à la fois rapide et qui pourrait fonctionner, non pas à long terme, parce que l'infrastructure est un autre sujet, notamment quand il s'agit de voies ferrées, mais dans 1 mois ou dans 6 mois pour la prochaine récolte de céréales? La première chose à faire est de sécuriser les ports, celui d'Odessa et d'autres, puis de trouver une solution où nous aurons les Russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre, pour être capables de lancer des exports. Nous espérons aussi que la sécurité à l'intérieur du pays pourra être assurée afin de pouvoir replanter et préparer une nouvelle récolte. L'Ukraine étant le grenier à blé du monde, il y a des priorités plus grandes que les priorités nationales. Je pense donc que c'est sur ce point que nous devons insister auprès de Vladimir Poutine. Il doit comprendre qu'il s'agit de priorités mondiales et que la pression des pays du monde entier est présente. Nous devons être unis et dire « vous causez trop de problèmes, alors libérez la voie pour assurer la sécurité alimentaire du reste du monde ».
Ensuite, et c'est la deuxième étape, nous pourrons parler de reconstruction des infrastructures en Ukraine. Nous ne voulons pas que ce pays meure sous nos yeux parce qu'il n'a pas assez de ressources. Il ne pourra pas s'en sortir tout seul. Pourquoi les gouvernements africains restent-ils neutres au sujet de l'agression contre l'Ukraine, alors qu'ils souffrent le plus du blocage alimentaire? En quoi serait-il utile que les pays africains se rallient à des solutions plus larges en matière de sanctions? Monsieur le chancelier. C'est vraiment une très bonne question, parce que nous devons accepter qu'il y a des prises de position fortes dans le monde dit occidental, mais pas dans le reste du monde. Et ce reste du monde est immense. Nous parlons de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est trouver des alliés. Et nous devons les convaincre et les protéger également. Nous avons parlé du maïs, de l'exportation de maïs d'Ukraine et du blé. Mais nous n'avons pas parlé des engrais. C'est une question très importante. Quand nous étions au Conseil à Bruxelles, nous avons aussi échangé avec le président de l'Union africaine en vidéoconférence. Et il nous a dit qu'ils avaient besoin d'engrais. Nous devons également attirer d'autres partenaires mondiaux et leur demander de monter à bord. Parce que s'ils ne le font pas, si l'Inde, si les États-Unis, si les pays africains ne font pas partie de la solution, alors nous n'aurons pas de solution. En particulier parce que la crise alimentaire est la première étape d'une crise sécuritaire et nous ne voulons pas que cela arrive. C'est pourquoi nous devons les inclure et je pense que cela nous aidera. Ils vont s'engager. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, la solidarité en Europe était vraiment forte. Et je pense que pour la première fois, nous avons vraiment montré notre unité contre l'agression russe. Mais le monde nous a observés à ce moment-là. Et les États africains ont dit « Oh, c'est intéressant, si quelque chose arrive en Europe, vous êtes solidaires, vous restez forts. » Nous avons connu tellement de crises en Afrique les années précédentes. Où étiez-vous? Que vaut une vie en Afrique par rapport à une vie en Europe? Je pense que nous devons réfléchir à cela, à la raison pour laquelle ils ne nous soutiennent pas et qu'ils disent « Maintenant, vous venez vers nous, vous voulez que nous soutenions les sanctions contre la Russie. » Mais nous avons aussi besoin du maïs russe. Alors pourquoi sanctionnerions-nous la Russie? Nous avons besoin des engrais russes. Alors pourquoi ferions-nous cela? Je pense que nous devons montrer notre intérêt au continent africain pour gagner en crédibilité. Nous disons aux pays qui nous entourent que s'ils veulent nous rejoindre, ils doivent se réformer. Mais nous voyons avec ces nouveaux défis qu'il va aussi falloir réformer les organisations mondiales. En effet, comme Karl vient de le dire, les pays venant d'autres continents se demandent pourquoi nous n'avons pas agi lorsqu'ils étaient en difficulté. C'est une question très juste, car nous sommes ceux qui défendons la démocratie et les valeurs de liberté, l'état de droit. Ces pays se demandent donc pourquoi nous n'appliquons pas de traitement équitable avec tout le monde. Au début de l'invasion russe, nous avons parlé de l'arme de l'énergie comme moyen de pression de la Russie. Une question d'Heinrich. Poutine utilise-t-il la nourriture comme arme? La Syrie, le Liban et l'Égypte sont les plus dépendants des céréales provenant d'Ukraine et de Russie. La pénurie alimentaire pourrait-elle entraîner une nouvelle vague de réfugiés? Et s'agit-il d'une arme alimentaire? Eh bien, il utilise tout ce qu'il peut pour faire pression. Je veux dire, regardez, avant d'utiliser la nourriture, il a utilisé l'information. Il n'y a qu'à voir la guerre hybride qui a été menée en Slovaquie et dans d'autres pays de l'Est de l'Europe. Il y a eu tellement de désinformation, et pas seulement lors des 2 derniers mois. Donc oui, il utilise tout ce qu'il peut comme une arme, et il va tout faire pour nous perturber, pour nous désunir, parce que c'est le seul outil qu'il a en ce moment. Il n'a pas une armée aussi forte comme tout le monde le pensait, et peut-être comme il le pensait lui-même. Il ne peut pas vaincre l'Ukraine aussi rapidement qu'il le pensait, donc il va utiliser tous les autres moyens possibles.
Mais nous ne devrions pas avoir peur de cela, parce que je pense que nous sommes très forts. Nous devons juste comprendre sur quel point travailler et chercher des solutions. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Finlande, en Suède et au Danemark ces dernières semaines. Nous ne serions pas capables de prendre ces décisions sur leur sécurité si nous n'étions pas soudés. Nous voyons donc que même si nous n'aimons pas ce qui se passe et que nous pensons que ce n'est pas une bonne chose, cette agression russe nous oblige à faire des choses que nous n'avions pas le courage de faire auparavant. Et cela nous donne de grands espoirs si nous continuons sur cette voie. Sur la question de la crise alimentaire, il y a des solutions, mais nous avons besoin de plus de partenaires. Le port d'Odessa est un vrai test pour nous. Si nous sommes capables de garantir la sécurité de l'Ukraine et de permettre aux Ukrainiens d'exporter leurs produits, si nous y parvenons, ce sera un grand pas en avant. Mais nous aurons besoin de nouveaux partenaires pour sécuriser l'espace maritime. Une question d'Alexandra Berezovski. Pardon si j'ai mal prononcé le nom. Question pour vous deux. Vladimir Poutine va demander un prix pour le déblocage des ports de la mer Noire. Seriez-vous prêt à lever les sanctions de l'Union européenne en échange ? Monsieur le chancelier, vous avez eu un échange téléphonique récemment avec Vladimir Poutine et il a dit qu'il était tout à fait conscient de la question de la sécurité alimentaire, en disant aussi qu'il était prêt à autoriser certaines exportations à partir des ports maritimes, mais cela dépend de la levée des sanctions. Vous savez, il a dit la même chose à Olaf Scholz et à Emmanuel Macron qui lui ont téléphoné après moi. Il n'a pas mentionné les sanctions lorsqu'il a parlé d'autoriser l'exportation de maïs à partir des ports de la mer Noire. Mais la question est toujours la suivante. Si vous parlez au président russe, dans quelle mesure pouvez-vous lui faire confiance ? Et je pense que nous devons faire les choses différemment, comme l'a dit Edward. Il est très important de libérer le port d'Odessa. D'un autre côté, aucun d'entre nous ne sait combien de temps la guerre va durer. Et le monde a besoin de maïs maintenant. Nous devons donc essayer de savoir s'il est vraiment fiable sur la question de l'exportation du maïs. Comment faire pour le savoir ? C'est un peu risqué de faire des tests pour voir si la confiance existe ou non. Et si cela ne fonctionne pas, quel serait le prix à payer ? Non, il n'est pas question de toucher aux sanctions pour faire sortir le maïs d'Ukraine. Je pense que c'est important. Et je pense que nous avons besoin des Nations Unies et du secrétaire général qui fait actuellement de son mieux. Et voyons jusqu'où nous pouvons aller. Monsieur le Premier ministre. Je pense que les sanctions ne devraient pas être liées à la question de savoir si Poutine va ou non libérer le port d'Odessa. C'est une question distincte à cause de l'agression russe. Une question totalement distincte. Donc nous devons aller plus loin. C'est pour ça que je pense que nous avons besoin que d'autres partenaires entrent dans la danse et élargissent le débat. L'arrivée de nouveaux partenaires est très importante parce que pour l'instant, nous ne négocions pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de négociation en cours. Vladimir Poutine n'autorise aucune négociation avec qui que ce soit. Il ne négocie pas. Nous devons intégrer cela. Il exécute son plan. Je ne vois aucun signe de changement. Nous devons donc libérer le port d'Odessa à l'aide d'une troisième force qui apportera la sécurité en tant qu'arbitre. Et c'est comme cela que nous pourrons obtenir les céréales. Et nous devons le faire en même temps que nous essayons d'obtenir les céréales d'une autre manière, parce que toutes les options doivent être sur la table. Nous ne pouvons pas tout miser sur un scénario. Toutes les options doivent être considérées. C'est le seul moyen de réussir. C'est une situation tellement difficile. Il y a si peu de réponses en ce moment et tant de questions. Mais si nous travaillons dur et que nous cherchons ensemble des solutions, alors nous pourrons réussir.
Je m'appelle Pavel, je suis analyste slovaque de politique étrangère et j'aimerais vous poser, monsieur le chancelier, une question un peu personnelle sur vous et Vladimir Poutine. Avez-vous des relations particulières avec Vladimir Poutine? Non, je n'ai pas de relation particulière avec lui. Mais je pense qu'il est nécessaire, même dans les conflits, de parler aux deux parties. Lorsque j'ai décidé d'aller d'abord en Ukraine, puis auprès du président Poutine, j'en ai d'abord parlé avec la présidente de la Commission, avec le président du Conseil, avec le chancelier allemand et avec le président polonais, car il est l'un des plus critiques à ce sujet. Quand j'étais là-bas, j'ai vu un homme qui est dans sa propre logique de guerre. Avant d'aller à Moscou, j'étais à Boutcha. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un charnier. Et je pense qu'il était nécessaire et juste de le confronter à cela. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de se parler au téléphone. Il est aussi nécessaire de se regarder dans les yeux. Et maintenant, la position autrichienne est vraiment nouvelle, parce que dans le passé, nous avons toujours, ou la plupart du temps, affiché notre neutralité. Mais cela n'est plus possible. Maintenant, nous sommes vraiment clairs. Nous avons approuvé toutes les sanctions. Nous soutenons la livraison de munitions et d'armes. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais nous la soutenons. Je l'ai déjà dit, nous n'avons pas le temps. Nous devons trouver des solutions rapidement, et c'est vraiment une question importante de savoir ce que cela signifie pour la sécurité en Europe. Je vais vous dire une chose, nous sommes dans une position particulière en Autriche, plus qu'en Slovaquie. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 75 000 Ukrainiens. Et en même temps, j'ai 21 000 demandeurs d'asile venant du monde entier, de Syrie, d'Afghanistan. Qu'est-ce que cela signifie pour la suite? C'est une question de sécurité. Et s'il y a des famines, si le nord de l'Afrique est déstabilisé, je pense donc qu'il est nécessaire ici de partager toutes les informations. Tout le monde doit faire plus pour mettre fin à cette guerre, à commencer par Poutine. Nous devons tous essayer de le pousser pour l'amener à dire « stop, plus maintenant ». Monsieur le Premier ministre, votre conclusion? Eh bien, même avec cette discussion, nous voyons que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus grands. Je ne dis pas problème, car nous devons les considérer comme des défis. Mais ce que nous voyons, c'est aussi l'importance de forums comme celui-ci parce qu'il a ouvert de grands sujets. Celui de la reconstruction de l'Ukraine, que nous pensions être le dernier débat que nous aurions, la guerre en Ukraine, et ensuite la reconstruction. Mais aujourd'hui, nous constatons que le sujet s'élargit et qu'il est possible que nous ne voyions pas encore ce qui va suivre. Car nous avons évoqué l'énergie, la guerre et maintenant la famine, qui est un problème mondial. C'est une très bonne chose que nous ayons commencé à parler de la reconstruction, car cela rentre dans la dimension européenne. Mais la dimension mondiale qui a été ouverte dans ce forum doit être prise en compte. Et nous avons besoin de forums comme celui-ci, où les gens du monde entier se réunissent, s'investissent dans la recherche de solutions et apportent des réponses aux défis rapidement et de manière globale. C'est notre tâche. Je pense donc que l'année prochaine, nous verrons de nombreux forums comme celui-ci où nous devrons être très efficaces, car par le passé, ceux-ci servaient plutôt à exposer une vision. Désormais, nous construisons une vision pendant même que nous la vivons. C'est une dimension totalement différente. Merci aussi au Forum et merci à vous de nous avoir ouverts à ces questions importantes. Mais vous l'avez aussi entendu, cherchons les solutions ensemble et impliquons beaucoup plus d'acteurs mondiaux dans ce processus. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Merci à tous de nous avoir suivis ici dans cette salle, mais aussi en streaming. Merci beaucoup, Monsieur le Chancelier et Monsieur le Premier ministre.